Et surtout, au haut de cette statue, ce regard semblait de manière saisissante comme habité par de la vie. Comme il explorait un peu plus loin le prolongement du couloir, véritable tunnel maintenant. Et, dans un silence devenu sépulcral, il fut surpris par une voix qui lui arriva par l'arrière. « Bonjour mon garçon !» Cette voix venait de cette statue. « Pierre Corneille, c'est mon nom !» Et il vit alors que c'était bien la statue qui lui parlait. Puis, que cette statue n'en était pas une, qu'elle était en réalité un homme en vie, qui bougeait. Corneille, monsieur, comme le chanteur. Chanteur? Moi? Et pourquoi donc? Serait-ce en raison de mon nom? Pourtant, le craillement de la Corneille n'est pas particulièrement réputé pour son harmonie, que je sache. Pas plus que le croassement du corbeau, d'ailleurs. Non. Drôle. Oui, peut-être un peu. Mais quand même pas au point de provoquer l'étouffement des spectateurs, je dois dire. Quant à l'histoire, elle serait un peu longue à te résumer. Voyons. Que pourrais-je te rapporter d'un petit arpon de cette œuvre? Un petit extrait, et ayant quelques saveurs. Ah tiens, cette scène où clin d'or, un jeune homme dit à Lise, sa maîtresse, que ce n'est pas parce qu'il voit maintenant se marier, en épouser une autre, qu'il compte pour autant l'abandonner en tant que maîtresse. Il justifie d'abord son choix de ne pas l'épouser, car, lui dit-il, comme lui elle est pauvre. Et il lui propose un petit arrangement entre deux. On va continuer à faire nos petites affaires, comme avant. Ce n'est pas très moral, j'en conviens. Mais écoute la manière dont Clin d'Or s'y prend pour, si je puis dire, plaider sa cause. Bien que pour l'épouser, je lui donne ma foi. Penses-tu qu'en effet je l'aime plus que toi? L'amour est l'hyménée en diverses méthodes. L'un court au plus aimable, et l'autre au plus commode. Je suis dans la misère, et tu n'as point le bien. Un rien, ça semble mal, avec un autre rien. Mais si tu ménageais ma flamme avec adresse, une femme est sujette, une amante est maîtresse. Les plaisirs sont plus grands à se voir moins souvent. La femme les achète et l'amante les vend. Un amour par devoir. Bien aisément s'altère, les nœuds en sont plus forts quand il est volontaire. Il est toute contrainte. Et sont plus doux à passe route quand on aime et qu'on peut n'aimer pas. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai quand tu tiens ton potage que si quelque affamé venait pour le manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, oui, je comprends cela. C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes, parfois, qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatismes et de fluxions, à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues,
avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais. Là que je triomphe. Après une marche qui lui parut durer une éternité, Julien remarqua dans le prolongement du tunnel comme une augmentation de clarté. La sortie semblait proche. Il s'y dirigea, espérant quand même sortir maintenant de ce labyrinthe obscur. Mais il s'aperçut bientôt, en s'en approchant, que cette clarté provenait d'une salle qui s'ouvrait sur le côté droit du tunnel. Et là, au milieu de cette salle, debout, mais presque de dos, face à une table haute, il y avait un homme. Les yeux, il était épouvantable. Malheur à qui passait sous sa fureur alors. C'est encore de la haine, ça. Hein. Décidément, dans les livres, elle est souvent là. Oui, c'est vrai. Mais, tu vois, Julien, c'est un ressort puissant, la haine. C'est une source d'énergie qui ne s'épuise jamais. Elle finit d'ailleurs souvent par se nourrir d'elle-même, la haine. Mais il y a aussi cette forme de caractère qu'on appelle madré ou patelin. Un homme docile au dehors, mais par pur calcul, et qui au fond de lui-même n'a que de mauvaises intentions cachées. Dans mon roman, L'homme qui irigeait camper un tel personnage, Barkilphedro est son nom. Tout avalé, c'était son talent. Il avait de sourds courroux intérieurs, des frénésies de rage souterraines, des flammes couvées et noires dont on ne s'apercevait pas. C'était un colérique fumivore. La surface souriait. Il était obligeant, empressé, facile, aimable, complaisant. N'importe qui et n'importe où, il saluait. Pour un souffle de vent, il s'inclinait jusqu'à terre. Avoir un roseau dans la colonne vertébrale, quelle source de fortune. Enfin, ce qu'il croit être un criminel. Javert, un homme inflexible. La rigueur incarnée, l'intégrisme fait homme, avec toute sa pureté, mais aussi toute sa rigidité et toute sa folie, et donc tout son danger. D'ailleurs, comme toutes les choses rigides qui ne plient pas, cet homme finira un jour par se briser de lui-même. Écoute, Julien. La probité, la sincérité, la candeur, la conviction, l'idée du devoir sont des choses qui, en se trompant, peuvent devenir hideuses. Mais qui, même hideuses, restent grandes. Leur majesté propre à la conscience humaine persiste dans l'horreur. Ce sont des vertus qui ont un vice, l'erreur. L'impitoyable joie honnête d'un fanatique en pleine atrocité conserve on ne sait quel rayonnement, lugubrement vénérable, sans qu'il s'en doutât, Javert, dans son bonheur formidable, était à plaindre. Comme tout ignorant qui triomphe, rien n'était poignant et terrible comme cette figure où se montrait ce qu'on pourrait appeler tout le mauvais du bon.
Une deuxième lanière, étroite et aiguë, sortie de la crevasse du roc. C'était comme une langue hors d'une gueule. Elle lécha épouvantablement le torse nu de Gilliatt, et tout à coup s'allongeant, démesurée et fine, elle s'appliqua sur sa peau et lui entoura tout le corps. En même temps, une souffrance inouïe, comparable à rien, soulevait les muscles crispés de Gilliatt. Il sentait dans sa peau des enfoncements ronds horribles. Il lui semblait que d'innombrables lèvres collées à sa chair cherchaient à lui boire le sang. Vivant. Ouh, c'est chaud. Attends, Julien, c'est pas fini, la lutte continue. Pour la pieuvre, comme pour le taureau, il y a un moment qu'il faut saisir. C'est l'instant où le taureau baisse le cou. C'est l'instant où la pieuvre avance la tête. Instant rapide, qui manque ce joint est perdu. Tout ce que nous venons de dire n'avait duré que quelques minutes. Gilliatt pourtant sentait croître la succion des 250 ventouses. La pieuvre est traître. Elle tâche de stupéfier d'abord sa proie. Elle saisit. Puis